Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse aujourd'hui de me prononcer ces quelques mots de bienvenue pour cette nouvelle itération d'un partenariat entre Italissimo et Sciences Po, dont nous sommes absolument ravis, puisque depuis notre toute nouvelle Maison des Arts et de la Création, nous souhaitons justement tisser des liens plus forts entre les arts et les sciences humaines et sociales. Et c'est formidable de vous accueillir ce soir. Je souhaitais juste remercier évidemment Italissimo et notamment Fabio de sa collaboration, et nous sommes ravis que nous ayons pu de nouveau organiser un événement lors de votre festival. Également nos deux intervenants aujourd'hui, Frédéric Aituati et Emanuele Coccia. Et bien entendu, le modérateur de cette rencontre et artisan aussi de ce partenariat, Marc Lazare, sans oublier Paolo Modugno, qui est également l'un des artisans de ces rencontres. Merci beaucoup, monsieur le premier conseiller. Merci d'être là aujourd'hui. Je vais vous passer la parole. Grazie e benvenuto a tutti. Bonne soirée. Merci, Madame la Directrice, Messieurs les professeurs, Messieurs les directeurs, Madame Etuati, Monsieur Coccia, Mesdames et Messieurs. C'est pour moi un plaisir et un honneur d'intervenir au début de cette rencontre inaugurale de la 8e édition du Festival de littérature et culture italienne Italissimo. Je vous porte les salutations les plus chaleureuses de la part de l'ambassadrice d'Italie, Emanuela D'Alessandro, qui, à cause d'un autre engagement, regrette de ne pas pouvoir assister à cet important événement. Permettez-moi avant tout de souligner que cette 8e édition d'Italissimo est une véritable consécration du festival, comme l'une des manifestations les plus distinguées sur la culture italienne en France, grâce en particulier, d'un côté, à la compétence et l'engagement de son directeur, Fabio Gambaro, et de l'autre, à la reconnaissance de la valeur du festival de la part des éditeurs et des écrivains italiens et français. En effet, l'intégration d'Italissimo avec le Festival du Livre de Paris, où l'Italie est mise à l'honneur cette semaine, dans le cadre d'une programmation commune intitulée Passions italiennes, est une initiative inédite et brillante, qui a permis de mettre ensemble des différents acteurs et ressources et de maximiser à Paris tout au long d'une semaine l'activité de diffusion du livre italien et des dialogues avec la culture française, au bénéfice, bien sûr, du public. L'ambassade d'Italie est fière d'avoir soutenu cette édition aussi d'Italissimo, notamment les événements de célébration du centenaire de la naissance d'Italo Calvino, l'un des auteurs italiens les plus importants du siècle passé et les plus liés à Paris et à la France. Je remercie l'Institut d'études politiques de Paris pour nous accueillir ce soir et tous les mécènes et les partenaires d'Italissimo. Et je souhaite à toutes et à tous bon festival. Merci. Fabio Gambaro va prendre la parole. À toi, Fabio. Voilà, bonjour à tous. Merci d'être encore une fois pour la 8e année avec nous ici à Sciences Po. On a décidé de rebaptiser cette salle Italissimo parce qu'on est maintenant des habitués des lieux. Donc, et si on est des habitués des lieux, c'est parce qu'effectivement, dès la première année avec Marc Lazare, on a imaginé cette rencontre à l'ouverture de ce festival, qui, comme vous le savez, c'est un festival de littérature et culture. Donc, c'est pas seulement la littérature, mais c'est tout le reste. C'est les arts, le cinéma, le théâtre, les sciences humaines et beaucoup d'autres choses. Comme vous le savez, ce festival se déroule dans différents lieux sur Paris. Cette année, on en a 15, c'est-à-dire on a Sciences Po, Sorbonne Université, Sorbonne Nouvelle, la Maison de la Poésie, le Théâtre de l'Odéon, le Théâtre des Déchargeurs, l'Institut culturel italien, le Consulat d'Italie, etc., etc. 3 cinémas. Donc voilà, l'idée, c'est de tisser un peu dans la ville la présence de la culture italienne, avec un certain nombre cette année, un grand nombre d'écrivains, d'artistes et d'intellectuels qui viennent présenter les meilleurs de la culture italienne. Et vous avez le programme, là, vous voyez, on a à peu près 60 événements cette année
qui sont en grande partie dans ces lieux. Et après, à partir de vendredi, samedi et dimanche, au Grand Palais éphémère où a lieu le Festival du Livre de Paris, il y aura un pavillon italien avec une série de rencontres. Pendant 3 jours, il y aura, je crois, 24 ou 25 rencontres avec une quarantaine d'écrivains. Parce que, comme vous l'avez vu dans le programme, cette année, on a une programmation en collaboration avec le Festival du Livre de Paris, où l'Italie est le pays invité d'honneur, et on a créé une seule programmation qui s'appelle Passion italienne. Bien entendu, tout ça n'aurait pas lieu sans nos sponsors, qui sont nombreux, qu'il faut remercier, parce que sinon on ne serait pas là. À commencer par, évidemment, je veux remercier Sciences Po pour l'accueil, parce que pour nous c'est très important et on y tient beaucoup. Mais à côté des Sciences Po, on a l'ambassade d'Italie, qui nous suit pareil depuis plusieurs années, qui nous soutient. Il y a l'ICE, l'Institut pour le commerce extérieur de l'Italie, qui est un allié précieux pour cette manifestation. L'Association des éditeurs italiens, cette année, avec qui on a construit le programme commune Passion italienne. Et puis il y a le Centro per il Libro e la Lettura, Monte Paschi Bank, qui nous soutient depuis la première année avec une très grande fidélité, et je les remercie encore une fois. La DRAC Île-de-France, la Sofia, l'Institut culturel italien, les consulats d'Italie, Castaldi Partners, la Maison de la Poésie, la BPI du Centre Pompidou et les comités d'action culturelle pariens. J'espère n'en avoir pas oublié, parce que sinon je vais me faire tirer les oreilles. Voilà. Et puis, évidemment, il y a tous ceux avec qui on travaille, les différents lieux. Donc, vraiment, je vous remercie. Et en tout cas, je remercie surtout le public qui est fidèle depuis 8 ans et qui nous suit, qui nous encourage et qui a fait le succès de ce festival. Et en dernier, mais évidemment, ce n'est pas les moins importants, je remercie Marc Lazare, Frédéric Aituati et Emanuele Coccia pour avoir accepté notre invitation, et je vous laisse à discuter tous ensemble. Merci beaucoup. Merci. Bien, bonsoir, buonasera a tutti e a tutte. On a cette fois-ci un thème, penser et écrire le changement climatique, qui ne relève pas que des passions italiennes, qui est un sujet évidemment qui dépasse largement l'Italie, qui intéresse la planète, et c'est la raison pour laquelle ce débat est organisé avec Frédéric Aituati et avec Emanuele Coccia, selon le principe d'Italissimo, de mettre en relation justement deux personnes qui en fait se connaissent très bien tous les deux, donc c'est pas une nouveauté. Parfois on a fait découvrir comme ça des intellectuels, des experts, mais vous connaissez parce que chacun à votre façon, vous abordez cette question du changement climatique. Alors, je vous présente rapidement, il y aurait beaucoup de choses à vous dire. Frédéric est spécialiste de littérature comparée et d'histoire des sciences, docteur en littérature comparée. Je me permets de rappeler cela, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Tu as enseigné aussi à l'université de Cambridge, à l'université d'Oxford. Là aussi, j'insiste parce que l'un et l'autre ont une carrière internationale importante. Et tu es, sauf erreur de ma part, chercheur ou chercheuse au CNRS. Tu t'intéresses en particulier à cette relation entre la littérature et les sciences à l'âge classique, donc le XVIIe siècle, là aussi on y reviendra peut-être si on a le temps, au rapport entre fiction et savoir. Et ce qui est ta particularité, une de tes particularités, c'est d'avoir aussi une carrière, si j'ose dire, ou une œuvre liée au théâtre. Et on va essayer de comprendre pourquoi, mais tu publies, et en particulier Contes de la Lune, essai sur la fiction, ou encore Voir, représenter, savoir de Descartes à Leibniz, pour ne citer que 2 ouvrages. Il y en a 2 autres dont on va parler tout à l'heure, donc je ne les cite pas pour le moment. Emanuele Coccia est maître de conférence à l'École des hautes études, c'est bien cela. Tu es philosophe, tu es docteur en philosophie médiévale, et encore une fois, je le souligne, on y reviendra. Là aussi, toi aussi, je venais de le dire, une grande expérience d'enseignement à l'international dans plusieurs universités prestigieuses en Europe et dans le monde. Tu t'intéresses, ou tu as commencé, après la philosophie médiévale, à t'intéresser à faire des réflexions sur la théorie de l'image et du vivant. Et parmi les nombreux livres, je peux citer La vie sensible, La vie des plantes, une métaphysique du mélange. Je m'arrête là parce qu'il y en a 2 autres
justement, autour duquel la conversation va s'engager. Alors, je voudrais commencer avec Frédéric. Tu t'es beaucoup exprimé sur cette relation entre, justement, le théâtre et la question du changement climatique. J'ai repéré un texte, par exemple, écrit avec Bérénice Hakimi-Kim, qui a été publié en juillet 2019, et qui s'intitule « Climat au pluriel du théâtre au temps des catastrophes, penser et décentrer l'anthropo trait d'union scène », donc avec un jeu de mots qui justement essaye de faire comprendre le lien qu'il y a entre l'anthropocène et justement la scène théâtrale. Et tu as écrit avec Bruno Latour, et je précise qu'au cours de cette séance, il y aura une forme d'hommage à Bruno Latour, qui a été si important dans cette institution, pas simplement dans cette institution, qui a enseigné dans l'amphi Boutmy en dessous, qui a enseigné ici, qui a captivé les étudiants, qui, quand il est arrivé à Sciences Po, nous a ouvert véritablement sur ces thématiques de recherche qui n'étaient pas les nôtres, hein, incontestablement. Tu expliques dans la trilogie terrestre que le théâtre, c'est le médium idéal pour rendre compte de la crise écologique, de cette césure fondamentale qui s'est produite avec la Terre, Gaïa, pour reprendre l'expression de plus en plus employée, d'ailleurs, le premier qui non pas le premier, évidemment c'est un terme grec qu'on connaît, mais Bruno Latour l'a théorisé, devenu le personnage central, l'acteur essentiel. Et tu rappelles que depuis les Grecs, c'est vrai que je reconnais que je n'avais pas pensé, mais le théâtre a mis en scène les humains, tu précises, et les non-humains. Par exemple, les dieux, les morts et les êtres de la nature. Et donc, tu dis, le théâtre a toujours interrogé l'articulation entre les vivants et les non-vivants. Je voudrais citer un bout de cette introduction. La trilogie terrestre, écris-tu, est le résultat d'une dizaine d'années d'exploration du théâtre comme terrain d'expérimentation pour tenter de comprendre le bouleversement cosmologique que nous traversons. L'irruption d'un nouveau personnage, la Terre ou Gaïa, sur la scène du monde. Que signifie faire un théâtre à l'ère de l'Anthropocène ? Un théâtre de Gaïa plutôt qu'un théâtre du globe, essayant de prendre au sérieux la transformation dans la consistance, et tu soulignes le mot consistance, dans la consistance même du monde. Si les questions écologiques par leur ampleur, leur ubiquité, leur durée sont au sens propre irreprésentables, alors il revient aux œuvres d'art, qui sont toujours aussi des œuvres de pensée, d'essayer de les présenter à nouveau au sens. Est-ce que tu peux développer justement ce que très rapidement, et évidemment de manière beaucoup trop schématique, j'ai essayé d'introduire comme élément de discussion ? Oui, merci beaucoup Marc de mettre immédiatement l'accent sur le cœur du sujet et de mettre aussi cette séance un petit peu sous la mémoire de Bruno Latour. J'ajoute aux belles présentations que tu as fait de nous deux que Emmanuel comme moi, nous sommes enseignants à Sciences Po dans l'école d'expérimentation SPIP créée par Bruno Latour. C'est important de le dire parce que c'est un des lieux où on enseigne aussi grâce à Bruno Latour qui a lancé ces questions-là et qui a lancé la question de ce soir en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il a lancé la question du lien singulier entre le changement climatique, mais appelons-le tout de suite le bouleversement cosmologique, puisque c'est ça qu'il propose de voir venir, et les arts. Donc on peut élargir au-delà de climat-théâtre, plutôt dire nouvelle cosmologie et art. C'est peut-être ça que j'essaye de capter dans la phrase que tu as citée. Alors, quel est l'enjeu ? Je voulais commencer par une anecdote, peut-être, vous dire... Il y a une quinzaine d'années, moi je faisais déjà du théâtre, je connaissais Bruno comme un collègue, philosophe, et lui s'est intéressé à Gaïa. Il a découvert, tu le rappelais, par Isabelle Stengers, qui elle-même avait lu James Lovelock, il a découvert le personnage de Gaïa. Et je dis personnage parce que c'est ainsi que Gaïa lui est apparue, en quelque sorte. On écrivait un article à l'époque ensemble, on était en 2009, et la dernière ligne de cet article, c'est « Et Gaïa entre en scène ». Donc immédiatement, Gaïa sous la figure d'un personnage, immédiatement le théâtre. C'est comme si ces deux éléments avaient été toujours déjà là dans la réflexion de Bruno Latour sur Facing Gaïa, face à Gaïa, l'irruption de la question gaïesque. Alors pourquoi ?
Eh bien, c'est ce qu'on a tenté ensemble, et lui, bien sûr, dans ses grands textes, Face à Gaïa, l'enquête sur les modes d'existence, Où atterrir, Où suis-je, le mémo sur la nouvelle classe écologique, vous les connaissez, c'est les grands textes que Bruno nous a légués depuis 12 ans à peu près. Et en quelque sorte, en parallèle de ce travail d'écriture, on a continué tous les deux, avec toute l'équipe de ma compagnie, à creuser cette question particulière du rôle du théâtre pour saisir cette question. Donc, en 2 mots, de quoi s'agit-il? Eh bien, de se rendre sensible à l'irruption d'un nouveau personnage sur la scène du monde. Un personnage qui fait irruption sur la scène politique, sur la scène historique, sur la scène évidemment économique, sociale. Et pourquoi on s'est dit que le théâtre pouvait être pertinent, alors qu'on aurait pu penser que c'était avant tout une question d'écologie, d'histoire, de philosophie, de métaphysique, de sciences politiques. Pourquoi les arts? Pourquoi Bruno s'est immédiatement saisi non seulement du théâtre, mais vous le savez, aussi des expositions? Pourquoi il a mis les arts au cœur? Et je crois que c'est un des sujets qui nous intéresse à Sciences Po, c'est pour ça qu'on fait SPIP, c'est pour ça qu'il y a la Maison des Arts, c'est de se poser la question immédiatement en termes de bouleversement cosmologique. Et là, je vais faire un petit détour par Galilée, pas simplement parce qu'on sait Italissimo, mais quand même, une des grandes comparaisons que Bruno utilisait tout le temps, c'était, parce que c'était aussi quelque chose que j'avais travaillé en thèse, le bouleversement cosmologique du XVIIe siècle. Que s'est-il passé au XVIIe siècle? C'est pas à vous que je vais l'apprendre. La révolution galiléenne, copernicienne, si on veut, le changement de rapport au monde. Brusquement, la Terre n'est plus fixe et au centre de l'univers, elle bouge. Vous allez me dire pourquoi je fais un détour pareil pour parler d'écologie? Eh bien, parce qu'il semble, si on prend au sérieux cette question du bouleversement climatique, du nouveau régime climatique, comme l'appelait Bruno, que nous sommes face à un bouleversement du même ordre, c'est-à-dire qui dépasse largement la question de la science, qui dépasse largement ce qu'on appelle l'écologie. C'est un bouleversement qui bouge absolument tous les aspects de la société et qui nous oblige, nous chercheurs, nous artistes, nous étudiants, nous profs, nous politiques, nous citoyens, à repenser complètement toutes les catégories de notre monde commun. Et Bruno a eu la vision, que je trouve toujours extraordinaire, de mettre l'art au cœur de cette réflexion. Pourquoi? Parce que si c'est une question de quelle est la nature de l'espace, tu citais la phrase la texture, quelle est la texture de ce nouveau monde que l'on découvre, de Gaïa, eh bien on a besoin des artistes pour savoir quelle est cette texture. C'est aussi une question d'action, d'agent, d'agency, comme disait aussi Bruno. Qui bouge, qui agit dans ce monde bouleversé? C'est aussi une question théâtrale. C'est aussi une question scénographique. Quel est l'espace dans lequel on est? Et une des choses qu'on a faites avec Bruno, c'est cette trilogie terrestre, j'en parlerai un petit peu plus, mais cette trilogie terrestre est une fresque théâtrale, une série d'expérimentations scéniques qui, à chaque fois, pose une question et tente de la résoudre par une expérience de pensée. Alors, les expériences de pensée, là, c'est l'historienne des sciences qui parle, c'est quelque chose qui est assez passionnant parce que c'est une question impossible à résoudre, et vous devez passer par un détour imaginaire, ou sensible, ou formel, ou artistique. Et l'expérience de pensée première qu'on a posée avec Bruno dans la première pièce de la trilogie, qui s'appelle Inside, c'est « Et si le globe, la Terre, n'était pas la bonne représentation pour comprendre ce qui nous arrive? Quelle pourrait être une représentation alternative ?» Voilà, la première question qui est posée par cette première pièce. Donc c'est une pièce de théâtre dans laquelle, je ne vous ai pas dit quand même, c'est le principal, Bruno Latour est en scène. Il est lui-même là, non pas dans un endroit comme ça de conférence, mais sur le grand plateau du Théâtre des Amandiers, dans un dispositif scénographique complexe, et il a passé le cap, si vous voulez, il a joué le jeu que je lui avais proposé de faire des pièces de théâtre. Pourquoi faire des pièces de théâtre? Parce qu'en fait, les livres, en quelque sorte, ne suffisent pas. C'est ce qu'il disait, il avait besoin de passer par les arts pour, il le disait lui-même, aiguiser ses concepts. Aiguiser ses concepts, et puis aussi se rendre sensible, s'équiper, là c'est des termes très latouriens, s'équiper, on a besoin de développer nos outils, nos instruments, avec toutes les esthétiques disponibles, esthétique des sciences, esthétique des arts, tout ce qui nous rend sensibles, esthétique au sens classique de ce qui rend sensible.
Voilà, donc je pourrais vous raconter longuement, mais je vais partager la parole avec mon ami Emmanuel Coccia, puisque ces questions-là, on les partage, on les poursuit et on les creuse ensemble avec Emmanuel depuis des années. Alors, avant de venir juste à Emmanuel, juste un point. Tu présentes ce travail justement dans la trilogie terrestre avec, à un moment donné, dans la préface, tu la prénommes pour un théâtre laboratoire. Alors moi, j'ai pensé à Grotowski. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est un clin d'œil? Bon, Grotowski crée en 1962 à Wrocław le théâtre laboratoire, bien sûr dans une autre conception du théâtre, mais est-ce qu'il y a un petit clin d'œil ici ou c'est juste un pur hasard? Et puis, en lisant, je reconnais que ce genre d'occasion d'organiser un débat permet de lire un texte que je n'avais pas lu, donc Trilogie terrestre, j'ai pensé au théâtre de la cruauté d'Antonin Artaud. Non pas parce qu'on interprète toujours le théâtre de la cruauté d'Artaud comme l'expression d'une cruauté, mais pas du tout. C'est la souffrance humaine qu'il essayait justement de traduire dans le théâtre. Est-ce que ces références sont absurdes? Est-ce que c'est pure connivence? Quelle relation éventuelle il y a avec ces deux auteurs qui ont marqué l'histoire du théâtre? Évidemment, on pourrait en citer beaucoup d'autres. Non, elles sont très justes, ces références, et elles sont sédimentées ou en quelque sorte mêlées à d'autres références pour moi. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est dans le travail que je fais avec ma compagnie de théâtre, ou aussi bien en tant que chercheur d'ailleurs en histoire des sciences, c'est de mêler les grandes traditions artistiques, que sont effectivement le théâtre laboratoire de Grotowski ou les grandes traditions du théâtre du XXe siècle, avec des traditions que d'habitude on n'associe pas à l'histoire du théâtre. En l'occurrence, le laboratoire, les laboratory studies, que j'ai beaucoup étudié, parce que c'est au XVIIe siècle que le laboratoire se constitue comme lieu. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est d'essayer de faire le lien assez, strictement, d'un point de vue historique, entre l'émergence du laboratoire au XVIIe siècle et l'émergence du théâtre à l'italienne, par exemple. Donc là, c'est une question historique. Et ça veut dire quoi, faire un théâtre laboratoire aujourd'hui? Ça veut dire de prendre au sérieux la capacité de la scène à créer du savoir, à être heuristique. Et là, je rejoins mon premier livre que tu as cité, Contes de la Lune, publié chez Gallimard en 2011, qui est un texte sur le lien très très puissant entre l'imagination fictionnelle du XVIIe siècle et la science, avec cette idée qu'on ne peut pas, en quelque sorte, on ne peut pas les dissocier. En fait, je crois que tout ce qui m'intéresse depuis la recherche ou la scène, c'est de ne pas dissocier ces compétences qu'on a eu tendance à dissocier. Et l'une des choses que nous a légué Bruno, c'est cette conviction que si on veut faire face à ce qui nous arrive de bouleversement, on ne peut plus dissocier la recherche, les arts, les sciences dures, les sciences humaines, les sciences sociales, et la compétence des arts à créer une forme de savoir spécifique. Donc oui, le théâtre laboratoire, c'est Grotowski, mais c'est aussi le laboratoire au sens d'un lieu d'expérimentation et d'un lieu de test des hypothèses. Merci. Emmanuel, je sens que tu as envie de réagir. J'ai prévu de te poser une question, mais je sens que tu as envie de réagir tout de suite. Donc, autant bénéficier de cette virtuosité de la conversation. Oui, juste de prolonger ce que Frédéric vient de dire. D'ailleurs, je voulais aussi nommer ou rappeler le fait que, outre à enseigner ensemble, Frédéric m'a invité aussi à travailler avec elle dans les théâtres ou dans des expérimentations théâtrales, notamment pas dans les théâtres au sens physique. On vient de mettre elle a mis en scène. Et j'étais, je ne sais pas comment... Auteur. Co-concepteur de notre dernière pièce ensemble. Il faut qu'on en parle. Oui. Comment? Il faut qu'on en parle. Oui, on en parlera. Mais je voulais revenir sur pourquoi les travaux de Frédéric est si important, pourquoi la question que Bruno a posée d'une certaine manière et que Frédéric aussi est arrivé à articuler concrètement, pourquoi faut-il passer par les arts pour faire de l'écologie. Au fond, même les titres de ce rencontre
mais en général, l'engouement presque excessif qui est dans des musées un peu partout dans le monde et les artistes ont pour ces questions n'est pas superficiel parce qu'en effet, il n'y a pas d'écologie possible qui ne soit pas prise en charge, prise en otage, je dirais, par les arts. Pourquoi ? Pour la raison que Frédéric a nommée, qui est le fait que ce qu'on appelle le changement climatique a été aussi, ou implique un changement cosmologique, un changement radical de notre manière de penser et d'une certaine manière d'interagir avec la Terre, le monde, la nature. Dans quel sens ? Pour le raconter, on peut partir d'une anecdote que Amitav Ghosh, le célèbre écrivain, théoricien, raconte dans un livre sublime qui s'appelle, en français, je crois qu'il a été traduit comme Les grands aveuglements, dérangements, oui. Les grands dérangements. Et il raconte d'avoir été victime d'une espèce d'une énorme tempête en Inde lorsqu'il était plus jeune, et que de faire l'expérience dès qu'il voulait raconter ce dérangement climatique, il n'arrivait pas à le faire sans tomber, sans glisser ipso facto dans un registre plus presque fantastique ou du miracle, du miraculeux. C'était impossible de traiter ce phénomène avec les langages du réalisme du roman moderne et contemporain. Pourquoi il retrace toute l'histoire du réalisme, on n'est pas là pour ça, mais parce qu'au fond, ce qu'on appelle changement climatique est aussi l'évidence que tout d'un coup, la Terre, la nature, le monde, on peut l'appeler Gaïa, on peut l'appeler comme on veut, mais le nom Gaïa l'est dit, est passé du statut de simple objet à statut des sujets. En fait, c'est quelque chose qui agit et dont l'action échappe à toute, d'une certaine manière, normativité, règles qui sont propres, qu'on attribue à des objets, c'est-à-dire à une matière qui n'a pas une personnalité, une capacité d'agir. Donc, ce à quoi on fait face, c'est la transformation de ce qu'on a considéré pendant des siècles, des millénaires même, un objet, de la matière inerte, un sujet qui semble avoir les mêmes, par exemple, la même imprévisibilité qu'un sujet humain, qu'un ami, qu'un chien, qu'un virus, etc. Donc c'est comme si la Terre, tout d'un coup, s'est mise à trembler et s'est mise à se comporter comme se comporte tout ce à quoi on reconnaît une forme de subjectivité. Donc ça, c'est le changement climatique. Et d'une certaine manière, c'est à partir de là que les arts rentrent en jeu. Pourquoi ? Et c'est à partir de là, d'ailleurs, que l'invention de ce théâtre laboratoire de Frédéric est très juste. Pourquoi ? Parce que, d'une certaine manière, pour parler, traiter de choses qui agissent un temps qu'ils sont capables d'agir, on n'a pas d'autre manière que les arts. Pour parler des sujets, on a la littérature, les théâtres, la peinture. On ne peut pas passer par d'autres moyens, par d'autres registres, par d'autres formes de connaissances. Et l'inverse aussi est vrai. C'est-à-dire ce qu'on appelle art en Occident, c'est l'ensemble des savoirs et des postures qui nous obligent à traiter les choses comme s'ils étaient des sujets. Il y a un très beau livre d'un anthropologue anglais du siècle dernier qui avait énoncé cette idée magnifique, c'est-à-dire, au fond, ce qu'on appelle art ici, c'est une forme étrange et inconsciente d'animisme. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça semble un truc très bizarre, mais au fond, c'est très clair. On est à 2 pas du Louvre, en fait. Les Louvres, c'est un immense dépôt de choses totalement inutiles et vieilles, très poussiéreuses, de bois, acier, marbre, lin, je ne sais pas, de choses qui ne servent strictement à rien. Des millions de gens rentrent, c'est les musées les plus visités au monde, rentrent dans ces caves et regardent des objets inutiles. Ils en sortent
Et il raconte des choses bizarres. Il raconte d'avoir rencontré Leonardo, Rubens, Paolo Uccello. Il parle des choses comme s'ils étaient des sujets de personnes. Non seulement ça, ils prétendent d'avoir saisi la personnalité des gens qui peut-être n'ont jamais existé. Donc, au fond, ce qu'on appelle, dès que vous rentrez dans un musée, vous êtes en face d'un objet, d'un morceau de matière, et vous traitez ces morceaux de matière comme s'il avait les propriétés d'une personne humaine. Donc voilà pourquoi les arts, ce sont en Occident une espèce de, je sais pas, d'étrange enchantement magique, de charme qui nous oblige à, tout d'un coup à voir des sujets partout, à voir des fantômes, des spectres qui hantent la matière. Donc voilà pourquoi, tout d'un coup, d'une certaine manière, c'est à travers les arts qu'on peut non seulement parler, mais saisir ce qui est la Terre. Et parmi les arts, c'est pour ça que le travail de Frédéric, je pense, est très important, le théâtre a été par excellence l'espace d'évocation, de convocation, de corps à corps avec ces sujets dont on ne connaît même pas le corps parfois, comme les dieux, etc. Donc c'est très important, je pense, de saisir, on est hébergé par la Maison des Arts à Sciences Po, et d'ailleurs c'est tous les programmes d'ESPIP qui est autour de cette intuition, mais de comprendre que les arts, dans tout ce qui nous seront obligés à, comment dire, je ne sais pas comment dire, dans les défis qui viennent dans les décennies qui sont là, les arts n'ont pas joué un rôle mineur. Ce n'est que par les arts que l'écologie pourrait être résolue. L'écologie ne pourra jamais résoudre notre situation en parlant que du calcul carbone. C'est en apprenant à voir des sujets là où on a vu pendant des millénaires des objets qu'on pourra inventer une manière de vivre dans cette terre. Alors, ce que tu viens de dire, tu l'as très bien dit dans un entretien très fouillé au Corriere della Sera à propos de ton livre. Tu vas chercher vraiment les choses les plus... On me demande d'animer un débat, je travaille un peu quand même. Et alors, je voudrais lire un extrait, parce que ça concentre ce que tu viens de dire. Alors, comme on est italissimo, je vais d'abord le lire en italien et puis donner la traduction en français. E solo quando riconosciamo che la vita che ci anima e ci attraversa è la stessa che anima e attraversa un dente di leone, un uccello del paradiso, un cavalluccio marino, una medusa, ma anche i funghi, i batteri e il virus che ha appena causato così tanti morti, possiamo davvero cambiare il nostro sguardo. E attraverso la presa di coscienza della comune esistenziale, che il nostro atteggiamento, le nostre azioni nei confronti del pianeta possono davvero cambiare, non attraverso il moralismo dell'etica analitica di matrice anglo-sassone. Il y a une critique. Mais c'est les journalistes. Mais ça, c'est toi. Oui. Siamo tutti una sola e medesima vita. Alors la traduction, pour ceux qui ne comprennent pas ou qui n'auraient pas compris mon italien, ce n'est que lorsque nous reconnaissons que la vie qui nous anime et nous traverse est la même qui anime et traverse un pissenlit, une dent de lion, un pissenlit, un oiseau de paradis, un hippocampe, une méduse, mais aussi les champignons, les bactéries ou aussi le virus qui vient à peine de provoquer tant de morts, on peut alors vraiment changer de regard. C'est par la prise de conscience de la communauté existentielle que notre attitude et nos actions envers la planète peuvent réellement changer, et non par les moralismes de l'éthique anglo-saxonne. Nous sommes
toutes et tous une seule et même vie. Tu n'es pas d'accord? Tu vas accuser le journaliste? Non, c'est que moi, je me rappelle jamais ce que j'ai écrit, ce que j'ai dit. Donc, ça m'arrive très souvent que des amis me lisent à haute voix ou m'envoient des passages. J'ai un autre extrait après. Non, mais ils m'envoient des passages et moi, je dis « Ah, mais c'est génial, c'est qui ce truc ?» Là, c'est génial. Là, tu t'y reconnais. Oui, non, ça ressemble à ce que je... Alors, vas-y, est-ce que tu veux développer un peu plus, et notamment cette accusation là, un peu polémique et les moralismes de l'éthique analytique anglo-saxonne? Alors, je ne me rappelle pas très bien le contexte, donc je ne sais pas pourquoi j'étais si polémique avec les anglo-saxonnes. En plus, c'est le pays que je fréquente. Mais ce qui est important, ce qui prolonge, après je ne veux pas prendre la parole parce que j'ai déjà parlé, mais ce qui prolonge ce qu'elle disait, c'est que je suis convaincu du fait que la question écologique, tout d'abord, ne peut pas et ne pourra jamais être résolue sur une base morale, pour deux raisons. Tout d'abord, parce que la morale ne résout rien, en fait, jamais, ou très peu. À la limite, il faut le passer par la politique, en fait. Donc, ce que je veux dire, ce n'est pas un discours qui laisse peser le poids du changement sur les individus et sur les comportements arbitraires et volontaires de tel ou tel individu. Il ne faut pas que l'écologie développe simplement un discours de bonnes intentions. Il faut passer par les normes, par la politique. Juste par exemple, pour faire un exemple un peu plus clair, moi je suis suffisamment vieux pour avoir vécu cette transformation inouïe qui a été le moment où toute l'Europe a changé ses mœurs en 24 heures grâce à la loi contre les cigarettes en public. En fait. L'effet est que d'un jour à l'autre, des choses qui semblaient être totalement normales, c'est-à-dire fumer dans des avions, dans des trains, dans des restaurants, partout, soient devenues juste impensables en 24 heures. Et on n'a pas eu besoin de dire, de prêcher quoi que ce soit. Il a juste eu besoin de faire du bon lobbying dans des endroits très précis, sans même en parler trop, parce que le bon lobbying, il s'est fait en secret, en cachette, pour éviter que voilà, ça dérape. Et contre des grosses puissances politiques comme le lobby du tabac. Donc, je crois que la polémique était d'un côté contre cette transformation morale d'un problème qui est politique et qui doit passer par la norme, mais pas par la conscience personnelle. Et après, ce que pour revenir à un autre sujet, je pense que plus le problème fondamental, c'est que les changements climatiques est aussi un changement cosmologique, disait Frédéric. C'est comme si on était tous et toutes des Adam et des Ève face à un monde sur lequel, pour la première fois, les yeux s'ouvrent. Voilà, comme au fond, si vous voulez, c'est comme si l'humanité avait transmigré sur une planète qui n'était pas la même. On n'habite plus la même planète de nos parents, de nos grands-parents. Tout a changé. Et ce qu'il faut faire avant même de légiférer, c'est de faire une cartographie, en fait, de repenser la carte du monde, de retracer la carte du monde, parce que le monde a changé tout d'abord pour des raisons, voilà, il n'y a plus les mêmes saisons, mais aussi parce que il a changé pas juste de forme, il a changé des statuts. Encore une fois, ce qui était un objet est devenu un sujet. Donc, ce qui était un ensemble de matières inertes est devenu tout d'un coup un peuple à nommer, à interagir, avec lesquels il faut interagir, avec lesquels il faut inventer peut-être une nouvelle dramaturgie. Donc, plus que des solutions morales, il faut des solutions dramaturgiques pour avoir affaire avec la Terre. Frédéric, justement, là, tu m'offres une très bonne transition sur la cartographie, mais avant d'y revenir, est-ce que tu veux réagir? Voilà, Frédéric, à ton tour de réagir, je te sentais là aussi prête à réagir par rapport à ce qu'a dit Emmanuel sur les arts et plus généralement sur ses propos.
Oui, je crois qu'on partage tous les deux cette idée qu'on ne fera pas face sans les arts, ça c'est très important. Et je voulais ajouter que c'est une des choses que tu as dites, Emmanuelle, c'est une question de changement de regard. Et parmi les livres qui nous ont bouleversés, tous, encore une fois, artistes, chercheurs, il y a La vie des plantes d'Emmanuelle, évidemment, qui a été, je crois, un marqueur récent, essentiel d'une transformation radicale de notre rapport à ce terrestre dont on parlait. Voilà, j'aimerais insister sur l'importance de ce livre qui a été suivi évidemment par Métamorphose, par Philosophie de la maison. Et comme tous les livres importants, c'est un livre qui traverse toutes les disciplines, c'est-à-dire qui bouleverse la philosophie, les arts, la sociologie, et qui bouleverse aussi la manière d'écrire. Et ça, c'est une chose, je crois, qui revient un petit peu à la fois à mon identité de littéraire que tu soulignais tout à l'heure, et aussi à notre sujet, l'Italissimo, sur les littératures, si j'ai bien compris. Il me semble aujourd'hui que quelque chose se passe dans l'écriture du monde, pour aller vite, dans l'écriture des sciences sociales. Et une des choses, moi, qui me passionne dans l'œuvre d'Emanuele Coccia, c'est sa manière qu'il a de saisir ces questions, parce qu'une fois qu'on a dit qu'on était en plein bouleversement cosmologique, il faut un petit peu regarder où ça nous mène, et quel est cette terra incognita, quel est ce nouveau monde, et comme je le disais tout à l'heure, comment on s'équipe. Et ce que je trouve absolument passionnant, et qui nous permet de dépasser un petit peu le registre terrifiant, catastrophiste, c'est qu'en fait, tout est à inventer. Et c'est vraiment cette chose-là, moi, qui me passionne dans ce qui est en train de se passer autour de nous. C'est-à-dire qu'il y a des formes artistiques, il y a des pensées qui bouleversent notre rapport au monde, et il y a des manières d'écrire et de décrire qui sont profondément nouvelles, comme celle d'Emmanuelle, qui est évidemment un des premiers à avoir changé sa manière d'écrire. Et le fait que tu acceptes de me suivre sur scène, là aussi, ça témoigne de quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a c'est pas simplement un pas de côté. C'est ça que j'aimerais défendre ce soir. C'est pas simplement un pas de côté si Bruno Latour, Emmanuele Coccia et d'autres, Nastasia Martin, franchissent ce fameux seuil censé être extrêmement, sacré, entre recherche et art, par exemple. Ça ne tient plus. C'est fini. Les universités qui n'ont pas compris ça, à mon avis, sont finies. Les lieux de pensée qui n'ont pas compris le rôle des artistes, c'est complètement... et il ne s'agit pas simplement d'aller mettre un scientifique et un artiste côte à côte. Ça aussi, ça date du XXe siècle. Enfin, je le dis très franchement. Moi, ce qui me passionne, c'est l'hybridation interne. C'est les chimères nouvelles qui sont en train de se développer autour de nous. Des gens, et les étudiants devant lesquels on travaille, avec lesquels on travaille, sont un exemple de ça. On s'étonne de leur fluidité de genre, mais regardons leur fluidité disciplinaire. Enfin, il y a quelque chose qui est en train de s'effriter dans les frontières disciplinaires et dans les autres frontières, qui dit quelque chose que moi je trouve enthousiasmant de cette terra incognita. Et c'est une manière aussi, peut-être, pour ma génération, de faire face à l'angoisse aussi, parce qu'elle est là, et de voir ce qu'il y a de passionnant et de nouveau à inventer, et pas simplement de déploration et de consternation et de terreur. Alors, justement, là aussi, tu m'offres une transition, terra incognita et terra forma. Alors, à quoi je fais allusion? C'est que, donc, tu es littéraire, en même temps une philosophe, une historienne des sciences aussi, du XVIIe siècle, et tu t'es intéressé avec deux auteurs, Alexandra Arène et Axel Grégoire, à faire une cartographie. Une cartographie qui prend le titre donc de Terra Forma, qui se présente comme un manuel de cartographie potentielle. Alors moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que, très très longtemps, j'étais agrégé d'histoire et donc il y a une épreuve de géographie que redoutent les historiens parce que c'est là-dessus qu'ils se font allumer. Moi, j'adorais les cartes au 50 millième, donc les cartes qui supposaient être économiques et humaines. Je détestais les cartes géologiques, j'y comprenais rien.
Et d'ailleurs, la première fois où je me suis fait rétamer à l'oral d'agrégation, j'étais tombé sur une carte géologique, c'était absolument un drame. Et j'avais été à ce qu'on appelait la confession avec le jury, qui m'avait dit écoutez, monsieur Lazare, on va vous dire comment on vous a surnommé. J'ai dit, ah bon, on vous a surnommé le Lamartine de la géographie, parce que vous aviez tellement d'imagination sur ces cartes géologiques qu'on vous a appelé comme ça. Bon, mais les cartes, ça m'intéressait beaucoup. Or, les cartes que vous proposez, c'est la révolution. Et je dirais, c'est la révolution pour une bonne raison. Là aussi, je vais faire une citation, parce qu'on comprend tout le lien entre ce que tu viens de nous expliquer, ce que vous venez de nous expliquer, et cette question que tu as dit, comment représenter finalement la planète, comment représenter ce monde dans cette nouvelle période. Comment écrivez-vous, puisque vous êtes à 3, comment habiter ce monde fait d'autres vies que les nôtres, cette Terre réactive, et non pas justement dans la cartographie classique, la Terre est passive, puisque c'est justement, elle est marquée par le travail des hommes, et la carte géologique justement est prise comme une sorte de fixation, même si on en est supposé en restituer l'histoire. Les cartes telles que nous les connaissons, ajoutez-vous, disent un rapport à l'espace vidé de ses vivants, un espace disponible que l'on peut conquérir et coloniser. Il nous fallait donc, pour commencer, tenter de repeupler les cartes, donc un renversement complet de paradigme que vous engagez. Nous avons, pour ce faire, déplacé l'objet de la notation en tentant de dessiner non plus les sols sans les vivants, mais les vivants dans le sol. Ce que je trouve particulièrement fort. Les vivants du sol en tant qu'ils le constituent. Cette cartographie du vivant tente de noter les vivants et leurs traces, de générer des cartes à partir des corps plutôt qu'à partir des reliefs, frontières et limites d'un territoire. Donc, tu peux nous expliquer comment, justement, vous avez engagé ce travail ? Je crois d'abord que je suis comme toi, je suis très nulle en topographie ou en carte géologique. Moi, j'étais bon en topographie, mais pas en géologie. Ah, pas en géologie. Ah non, j'étais... D'accord. Non, mais... J'ai eu 16 la fois suivante. Je précise. Je précise quand même. Bon. Mais j'avais pas de carte géologique la fois suivante. Non, je crois que ce travail dont tu parles, Terraforma, vient d'un amour des cartes et de Les cartes du XVIIe siècle ? De toutes les cartes. De toutes les cartes. De toute l'histoire de la cartographie, et aussi d'une envie de reconnaître la puissance des cartes, leur faculté à faire monde et à constituer notre image du monde. Et effectivement, ce qu'on essaye de faire, mais là, à nouveau, les liens avec le travail d'Emmanuelle sont anciens et profonds, vous allez le voir. C'est toi, d'ailleurs, je crois, Emmanuelle, qui nous a parlé quand on travaillait avec Alexandra et Axel, qui nous a dit, mais en fait, vous faites des cartes vivantes. C'est-à-dire des cartes qui ne sont plus, effectivement, une prise en compte d'un fond de carte sur lequel on mettrait des infrastructures, des villes, des rivières, une toponymie, justement, enfin voilà, toute la cartographie qu'on a apprise quand même, mais de renverser littéralement et de se dire, l'espace n'est pas donné, l'espace est constitué par les vivants. Et si on prend au sérieux ça modifie tout. Donc c'est une série d'opérations cartographiques, Terraforma on pourrait dire, qui produit des cartes qu'on n'a jamais vues et qui essaye de donner des images, notamment à un des concepts qui nous a fascinés, qui est le concept de point de vie de Emmanuelle dans la vie des plantes. Donc vous voyez comment il y a ce dialogue en fait dans nos livres aussi. Le point de vie, peut-être que tu pourrais nous en parler, c'est ce qui nous permet d'inverser ce rapport du regard, qui nous permet de sortir de la vision cartographique en surplomb et qui permet d'inventer des cartes où les vivants fabriquent la carte constamment, voilà, pour aller vite. Donc ça, c'était un travail que j'aurais jamais pu faire sans aller piquer un concept à Emmanuelle, sans aller travailler avec des architectes paysagistes. Et là, on voit bien qu'on est à nouveau dans cette porosité des disciplines, et puis dans cette question centrale pour moi, je crois, de la représentation, dans tous les sens du terme, représentation théâtrale, représentation au sens de donner des images à, et puis représentation mentale, et la puissance de ces représentations et la nécessité de produire de nouvelles représentations, non pas pour figer, mais pour réouvrir le lexique, en quelque sorte, la grammaire commune qu'on se donne pour parler d'un monde commun.
Tu veux réagir là Oui, aussi oui, avant qu'on vienne un peu oui, à oui, Métamorphose? oui, bon, on ne doit Il y a pas. un lien d'ailleurs. Oui, peut-être, oui. Ouais, je crois. Si, non, comme je t'ai dit, je ne me rappelle pas de ce Oh, bah, que tu j'ai te écrit. rappelles de donc, ce livre que tu viens de publier quand même. Non, c'était il y a longtemps. Non, je veux juste revenir sur cette... Pourquoi... Tout d'abord, je veux redire une chose que Frédéric a dit, parce que peut-être elle n'a pas été suffisamment entendue. Les universités et les écoles qui n'acceptent pas cette transformation et qui divisent encore d'un côté les artistes, ou qui invitent même pas les artistes, et de l'autre côté les sciences sociales, ils ne sont même pas dépassés. Ils sont dans une position de fausseté et de raconter des histoires fausses aux nouvelles générations. Donc c'est presque criminel, le vouloir prolonger cette division. Donc ça, il faut comment dire, c'est prolonger un analphabétisme face à ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire quoi faire de la Terre. Donc, et il est vraiment temps de réformer mais radicalement la structure de nos enseignements universitaires. Et pas juste rajouter une chaire d'écologie ici et là. Non, réformer la distinction entre sciences en général humaines et sociales et naturelles et art, car sinon on n'en sortira pas. Ça, je pense. Et de ce point de vue, ce que Bruno avait commencé à faire et ce que SPIP fait n'est pas secondaire, en fait. C'est vraiment... ce qu'il y a en question, c'est la survie même de l'institution universitaire comme espace réel où on produit un savoir utile à nous orienter. Et de ce point de vue, je voulais revenir à pourquoi ce livre dont on a parlé est un livre magnifique, tout d'abord, parce que c'est un peu un livre d'enfant où il y a plein de figures, voilà, on redécouvre le monde. Mais pourquoi faire des cartes est quelque chose d'intéressant et quelque chose qui met en jeu cette même fusion entre le savoir et les arts dont on parlait. Tout d'abord parce que toute cartographie, est une forme étrange qui présuppose qu'il n'y a pas de distinction possible entre les rationnels et les sensibles. Au fond, pour connaître la réalité d'un lieu, il faut passer par une médiation sensible, mais qui est une médiation sensible qui présuppose toujours la transformation sensible de soi et l'immédiatisation avec ce qu'on perçoit. Pourquoi? Dans quel sens? Je ne sais pas si vous vous êtes jamais interrogé sur le fait que lire une carte, c'est quelque chose de très bizarre, parce que ça présuppose, pour que la carte soit lisible, que vous, à un moment, vous vous identifiez avec l'image que vous voyez. Vous vous transformez vous-même dans une portion de cette image. Vous vous pensiez comme image même. Chez Google Maps, cette opération cognitive est représentée par les moments où vous prenez les petits hommes et vous les lancez, ces petits hommes, splash, devient l'image même que vous regardez. Ça, c'est ce qui se passe à chaque fois que nous utilisons une carte pour nous orienter. Nous devenons ce que nous voyons et ce que nous voyons devient notre corps, en fait. Donc, il y a cette corps à corps sensible avec la réalité qui transforme les sujets lui-même en réalité sensible. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette proximité entre la carte et les arts. Et l'autre chose qui est intéressante, et toute carte est un savoir qui te dit que tu es à l'intérieur d'un espace, que tu ne peux pas t'en échapper. Non? Donc c'est l'opposé exact de ce que la connaissance devait faire, c'est-à-dire mettre à distance l'objet. La carte ne sert pas à mettre à distance l'objet, sert à t'identifier de plus en plus avec l'objet, sert non pas à représenter les mondes, mais à l'habiter, à t'orienter dans les mondes. Donc ça, c'est aussi l'aspect intéressant, qui est aussi intéressant parce que ça correspond je pense, à un changement du statut des arts en général. C'est pour ça que les arts de plus en plus deviennent des cartes, de cartographie, des exercices de cartographie plus que des exercices de représentation. Pourquoi? Parce que normalement, lorsqu'on parle d'art, pensez à la peinture, pensez à
C'est ma fille qui rit là-bas. Parce qu'elle est en train de regarder des dessins animés. C'est pas parce qu'elle rit de son papa. Elle rit beaucoup de son papa, mais dans ces cas-là, pourquoi ça correspond? On est habitué à penser les arts comme un exercice de représentation mimétique du réel. En fait, les images produites par les arts, ce sont de plus en plus des images comme des cartes ou des tarots. Un tarot, comme les cartes, c'est quelque chose de très intéressant. Ça ne nous sert pas à représenter une chose, ça nous sert à nous orienter dans la chose qu'on veut mieux connaître. Dans les cas de tarot, les tarots, c'est une carte du futur, donc c'est la cartographie du temps et pas de l'espace. Mais les arts, aujourd'hui, sont de moins en moins engagés dans la photographie du réel et de plus en plus engagés dans la tentative de devenir elles-mêmes des cartographies du monde, c'est-à-dire des manipulations sensibles de soi-même et du monde qui nous permettent d'habiter, enfin, cette planète qui est en train de changer et qui va changer aussi tous les temps. Parce que ce qui rend impossible aussi une posture scientifique, disons, ou pas scientifique, mais une posture traditionnelle, c'est que le monde est destiné à devenir variable comme s'il était déterminé par une météorologie constante. Au fond, lorsqu'on parle des changements climatiques, on dit ça, c'est le climat qui est devenu la nature. Donc c'est la météo qui est devenue la nature. Donc le monde est en train de changer, la substance, la matière, les êtres, les sujets changent un peu comme les ciels changent sous notre tête. C'est pour ça que, encore une fois, il faut passer par Descartes, en fait. Par les cartes, pas par Descartes, le philosophe. Alors, il y a justement dans ce changement cosmologique, dans cette révolution cosmologique, elle frappe quelque chose avec laquelle a priori on n'avait pas pensé, c'est la maison. Et donc tu as écrit la philosophie de la maison. Alors je te cite, page 20, tu écris « La modernité philosophique a tout misé sur la cité. Le futur de la planète ne pourra cependant être que domestique. Nous avons besoin de penser la maison. » On parle justement de penser le changement climatique. Ici, ça va jusqu'à penser la maison. « Nous vivons dans l'urgence qu'il y a à faire de cette planète une véritable et authentique demeure, ou mieux à faire de notre habitation une véritable planète, un espace capable d'accueillir du monde. » Au projet moderne de mondialisation de la cité s'est substitué celui de l'ouverture de nos appartements jusqu'à leur coïncidence avec la Terre. Et tu écris plus loin, l'anthropocène consiste à dire que la planète elle-même s'est faite maison, ou encore la maison est devenue elle-même planète. Est-ce que c'est une sorte de dialectique que tu nous montres, une interaction continue. Et est-ce que tu peux, à partir de cette petite citation, d'un livre qui est évidemment plus large que cette citation, justement nous dessiner un peu les implications concrètes que ça signifie? Très brièvement, parce qu'après je voulais donner la parole à cher Frédéric pour lui demander de parler justement de sa dernière pièce qui porte sur ce genre de choses. L'idée du livre était... par rapport à cette question-là, était simple, était tout d'abord, il faut comprendre que ce qu'on appelait ville a été l'un des instruments principaux de désertification de la planète, en fait. Une ville, c'est, si je vous demande, parlez-moi de Paris, de Los Angeles, de Dakar, de je ne sais pas quoi, vous allez me citer de monuments et d'êtres humains, c'est-à-dire des pierres et d'êtres humains. Mais pierre et être humain, ça fait un désert. Ça ne fait pas le monde. Donc, si toute ville qui commence par la mise en exil de la plupart d'êtres qui ne partagent pas notre forme, dans l'espace que pendant des siècles on appelait forêt, forêt vient du latin foris, qui veut dire à l'extérieur d'eux. Donc la distinction principale était entre ville et forêt, donc la ville qui est l'espace des humains et la forêt qui est l'espace, les salons des réfugiés, les champs les camps de réfugiés en fait, pour toute vie qui ne soit pas humaine, où un peu de platane, les chats, les chiens, les moustiques, et de manière un peu plus
ambigu, les rats. Donc on a mis hors ville tout ce qui n'était pas humain, tout ce qu'on voulait être dans la nature, et de telle sorte on a commencé à désertifier, à transformer la planète en désert. Et ce qu'il faut faire, et ce que la planète a fait d'une certaine manière, c'est de rentrer dans notre maison. Dans quel sens? Dans le sens que ce qu'on appelle l'anthropocène peut être décrit aussi d'une manière différente. Au fond, l'anthropocène, c'est le fait qu'on a transformé la planète entière dans notre maison. En fait, il n'y a plus d'espace où l'être humain, ne soit pas présent, n'habite pas. Donc tout est notre appartement. Il n'y a plus d'espace, il n'y a plus d'extériorité. Mais ce qui veut dire une chose très belle, ça veut dire que toute espèce vivante, végétale, animale, bactérie, virus, est devenue l'équivalent d'un animal de compagnie. En fait, les défis écologiques, c'est d'arriver à avoir, avec même des virus mortels, mais avec des kangourous, de pangolins, de pandas, les mêmes rapports qu'on a avec des chats et des chiens, en fait. Donc, et c'est par cet étrange détour domestique qu'il faudra repenser l'écologie. Et c'était l'une aussi, je pense, des inspirations qui a amené Frédéric à faire cette dernière pièce. Très bien, donc tu as posé la question, parfait. Parce que moi, en lisant ce livre dont tu viens de parler, Philosophie de la maison, l'espace domestique ou le bonheur, je me suis immédiatement dit que c'était un extraordinaire terrain de théâtre, à nouveau. Donc ça revient au début. Pourquoi ? Parce que c'est une manière très très concrète et passionnante de prolonger les questions que j'avais commencé à aborder dans mes pièces avec Bruno Latour, qui reviennent à la question simple: comment habiter ? Où habiter ? Où atterrir, disait Bruno, comme vous savez. Et c'est cette question qui passionne, inquiète tout le monde. C'est l'habitabilité, on dit, en des termes un peu jargonneux, mais ça veut dire en gros quelle eau on va boire, quel air on respire, comment on partage l'espace. C'est des questions assez terribles de guerre, disait Bruno, d'occupation de l'espace, de partage de l'espace et de compréhension presque philosophique de qu'est-ce que c'est que l'espace habité, qu'est-ce que c'est que l'espace terrestre, dans quoi on est. Donc c'est des questions absolument passionnantes qui renvoient à la fois à de la géologie, à de la biologie, à de l'économie, à de la géopolitique. On voit bien qu'autour de cette question de habiter, une grande partie des questions contemporaines se nouent. Et la réflexion d'Emmanuelle là-dessus, elle me semble fondamentale parce qu'elle permet de se relier à des questions énormes sous l'angle que l'on connaît ou que l'on croit connaître, qui est l'angle de la maison. Et donc c'est extrêmement, je dirais, opératoire et en même temps joueur, ludique et profond. Et c'est un petit peu cette alliance-là qu'on cherche en tant que metteur en scène pour faire une pièce. Donc à partir de cette réflexion sur la maison devenue planète et la planète devenue maison, on a travaillé avec Emmanuelle et 3 comédiens en 2 mots pour vous dire comment on fait passer de la philosophie au théâtre. C'est un petit peu une des questions de ce soir. Eh bien, moi, ce que je trouve fascinant, c'est qu'on ne peut pas prendre le texte lui-même, on le travaille, et on le travaille avec nos formes à nous, qui sont des corps de comédiens, de l'improvisation, du son, en l'occurrence. Et l'une des idées que j'ai partagées avec toute l'équipe, c'était de se dire, on parle de la maison, mais on ne va pas faire, surtout pas, d'architecture, de murs, de scénographie. On va, pour aller dans le sens du livre d'Emmanuelle, on va essayer de tester l'idée d'une maison sans murs. Pourquoi ? Parce que c'est une des... Alors j'adore ce livre parce qu'il y a 48 définitions de la maison. La maison, c'est... Voilà. Si vous faites la liste, c'est magnifique. Mais en tout cas, ce que la maison n'est pas, c'est ce pictogramme
que font les enfants avec un toit et 4 murs. C'est tout sauf ça, si vous voulez. Donc c'est des relations, des interactions. C'est un fait humain, c'est un fait sonore. Voilà. Donc la maison, c'est plein de choses, c'est des choses. La maison n'existe pas sans les choses. Voilà. Donc c'est une réflexion très profonde, parce que très personnelle aussi, très intime, je dirais, sur qu'est-ce que c'est qu'habiter, qu'est-ce que signifie habiter pour des humains, et qu'est-ce que c'est qu'habiter dans le monde et donc avec d'autres êtres. Donc l'idée était simple, l'idée de mise en scène, et ce serait intéressant que Emmanuelle vous raconte son point de vue de philosophe sur ce passage au théâtre, mais c'était de dire, voilà, on va mettre les gens dans un décor de son, donc sous casque, dans une scénographie sonore, grâce à des techniques qu'on a en théâtre, de casque binaural, de son très très précis. On va créer avec des artistes, musiciens, compositeurs, ce décor de son, et on va travailler sur ce qui reste, les choses, les relations, et là on voit bien que très vite se posent des questions de bouleversement des mœurs, parce que la maison, elle pose la question de la famille, du couple, de l'amour, des enfants, du quotidien. Et là, ce qu'on essayait de dire au début, ce bouleversement cosmologique dont on parlait, il est très tangible. C'est comment on vit, c'est pas simplement comment on habite, comment on partage le territoire et les questions géopolitiques, c'est aussi des questions très intimes. Voilà. Et c'est cette alliance-là, ce passage de la question planétaire, si vous voulez, à la question domestique, personnelle, qui est ouverte, selon moi, par ce livre très inspirant et très important qui est Philosophie de la maison. Et alors, ça a été mis en scène où ? Ça a été mis en scène à la Conciergerie, puisqu'on était invités hors théâtre. D'accord. Et on l'a rejoué il y a 4 jours dans la Cour du Mûrier aux Beaux-Arts de Paris. Et on va le jouer place des Vosges. Ça, c'est... Oui. Bientôt. D'accord. C'est très intéressant, justement, pour le sujet dont on parle. L'idée qui est venue de Frédéric de faire sortir les théâtres de la cage théâtrale. C'était évidemment une idée ancienne, Barba et tout ce genre déjà dans les années 60. Mais ici, ce n'était pas juste pour détruire l'institution ou critiquer l'institution théâtrale, c'était plutôt un exercice très intéressant dont on a fait l'expérience justement à partir de la deuxième représentation d'évocation des esprits des lieux, en fait. Donc, parce qu'à chaque fois, cette pièce doit être en partie réécrite pour s'adapter à l'espace. Et lorsque Frédéric dit c'est une pièce sur qu'est-ce que ça veut dire habiter, c'est au sens presque charnel du terme, parce que à chaque fois, les acteurs doivent s'acclimater à nouveau dans cet espace. Moi, en tant qu'auteur, j'ai dû réécrire tout ordre, on l'a tous et toutes fait ensemble, mais la pièce pour que, à la fois, elle puisse s'adapter au lieu, mais aussi, et c'est ça aussi la valeur entre guillemets écologique de ce type d'expérience esthétique, faire de cette pièce l'outil que te permet de faire ressortir les lieux comme un sujet, comme les 4e personnages de cette pièce. Donc, évidemment, ce personnage avait un visage très particulier lorsqu'on a joué à la conciergerie, et avait un visage totalement différent, beaucoup plus jeune, évidemment, lorsqu'on l'a fait aux Beaux-Arts. Et ce qui est à la fois drôle, inquiétant et intéressant, c'est que, justement, on doit jouer, entre autres, à la place de Vosges. Et c'est impossible de savoir ce que cette pièce va devenir avant de passer une semaine, 10 jours, en fonction de notre disponibilité, pour faire cet exercice presque de rap de monde, pour faire sortir les voix de ce lieu et transformer encore une fois, on l'avait dit au début, cet objet, un sujet, cet espace, en parole, en figure qui accompagne les autres corps. Ça veut dire que tu réécris le texte à chaque fois. Oui, avec une réécriture très particulière. Parce que ce qui était beau pour moi, c'est une expérimentation d'une forme différente de réécriture. Les 3 acteurs, donc Duncan, Olivia et Max, ont commencé comme base par mettre en scène des morceaux de livres, et tout de suite commencer à faire des
des improvisations à partir de quelques idées présentes dans les passages lus, et donc d'inventer des scènes. Moi, j'ai révélé, je transformais les idées, c'était comme de la haute couture, c'est-à-dire coudre les textes, les paroles qui sortaient de leur corps et les adapter au reste. Et eux, ils les répétaient encore sur scène. Et ce qui est très beau dans l'écriture théâtrale, entre autres, c'est qu'on voit tout de suite, on en a beaucoup discuté avec Frédéric, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Alors que c'est beaucoup plus difficile dans un livre, en fait. Alors que dès qu'une parole est incarnée par une actrice, un acteur, on voit tout de suite si c'est une parole vraie ou fausse. Et ça, déjà ça, c'est très simple, mais déjà ça, c'est d'une certaine manière une preuve très forte du fait que, voilà, on ne peut que passer que par les théâtres. Le fait que, par exemple, par rapport au lieu, on a justement fait énormément d'essais pour comprendre quelle était la présence de cet espace qui est la cour du Mûrier aux Beaux-Arts. Et ce n'est que lorsque la parole était portée par un acteur sur ce lieu que l'esprit du lieu ressortait, qu'on arrivait à sentir les lieux. Et c'est pour ça, encore une fois, je pense, et là j'ai eu encore une fois de ma part une preuve du fait qu'on ne pourra plus connaître la Terre, la planète, sans cette médiation qui peut-être n'est même pas une médiation, sans cet ensemble de pratiques, de connaissances, de savoir qu'on a relégué un peu à l'extérieur des champs nobles et qu'on appelle art, et qui doivent être ramenés au centre. Au centre, pas au centre des sociétés, parce qu'ils sont déjà au centre des sociétés, au centre des institutions pédagogiques. Le fait que la plupart des universités n'a pas d'enseignement d'art, la presque totalité des universités des sciences humaines et sociales et des sciences naturelles, oui, mais même à l'école de haute études, c'est impossible de demander. Moi, si j'ai fait cours, je ne peux pas demander aux étudiantes de faire une pièce théâtrale ou de faire une vidéo. Pourquoi on oblige encore les étudiants à écrire de cette manière totalement jargonisante et obsolète et antiquaire qui est laissée avec les notes en bas de page? C'est un truc inventé au XVIIe siècle qui n'existait pas avant parce qu'il n'y avait pas de notes en bas de page dans les manuscrits médiévaux et qui n'a aucun sens de prolonger. Pardon. Bon, c'est un point discutable. Mais Frédéric, tu voulais préciser des choses sur ce théâtre, justement, laboratoire, et notamment cette expérience actuelle. Non, mais je voulais souligner peut-être, si on ne vous a pas totalement perdu, qu'on est conscient de l'étrangeté de ce dont on parle. De quoi parle-t-on? On parle d'un philosophe qui fait du théâtre avec une historienne des sciences et une littéraire, avec des comédiens dans des lieux qui ne sont même plus des théâtres. Donc, voilà, donc juste admettre que si vous êtes perdu, c'est pas totalement étrange, mais peut-être que ce qu'on a envie de partager ce soir, c'est cette foi dans la capacité des arts à nous permettre d'anticiper ou de prendre, de saisir collectivement quelque chose qui est quand même de l'ordre de l'intangible. Parce que c'est ça, on dit changement climatique, ça a l'air d'être nommé, simple, mais en fait, il nous arrive quelque chose d'assez insaisissable, tu disais tout à l'heure, de terra incognita, d'inconnu. Et ce que je trouve passionnant, c'est de se poser la question de qu'est-ce que ça fait à nos disciplines, à nos institutions, à nos écoles, à nos discours, à nos manières d'écrire, à nos manières, je le disais tout à l'heure, de vivre, à nos manières d'aimer, qu'est-ce que ça fait à nos corps, voilà. Donc il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'inconnu, qui est devant nous et qui est vraiment une source pour nous, je crois, de joie en quelque sorte, très paradoxale. C'est la joie de devoir inventer des formes avec nos étudiants, d'où l'importance, et tu y reviens beaucoup, Emmanuelle, de la question pédagogique. C'est pas pour rien qu'on est à Sciences Po, c'est pas pour rien que je reconnais des étudiants de SPIP ici.
On travaille. Tu peux peut-être expliquer en quelques mots, parce que 2 mots de SPIP. Oui, parce qu'on SPIP, emploie cet acronyme. C'est un drôle d'acronyme qui ne renvoie pas à Spirou et Fantasio, mais qui renvoie à Sciences Po, École des Arts Politiques, SPEAP. C'est une école qui a été créée en 2010 par Bruno Latour, ici même, avec l'idée un peu délirante d'infiltrer l'ENA. Il a réussi son coup, l'ENA n'existe plus. C'était pas exactement pour la même raison. Hein. Il y a eu les gilets jaunes entre-temps, mais bon. Je plaisante. Non, l'idée était simple, c'était de faire au sein même d'une institution comme Sciences Po, de prendre acte de ce qu'on tente d'écrire avec Emmanuel depuis tout à l'heure, parce qu'on hérite de Bruno, de prendre acte de la puissance et de l'importance des arts pour penser les questions d'espace public aujourd'hui, de design, disait Bruno, au sens à la fois c'est italien, designo, à la fois de dessin et de dessin EIN. C'est-à-dire la question politique est aussi une question esthétique et de dessin. C'est avec cette conviction que Bruno a créé cette école des arts politiques. Et puis, cette idée était géniale parce qu'il s'agissait de réunir, il s'agit toujours, SPIP existe depuis maintenant 12 ans, de réunir au sein d'un petit collectif des étudiants qui sont en fait des grands étudiants, qui ont plutôt nos âges, qui sont entre 25 et 50 ans, qui sont des artistes, des chercheurs, pourquoi pas des politiques, on a une pédopsychiatre cette année, des cinéastes, des chorégraphes, etc. Pourquoi c'est intéressant de faire ça à Sciences Po ? Parce qu'en fait, on ne fait pas de l'art au sens où on n'est pas les beaux-arts, mais on répond à des questions d'intérêt public, à des commandes publiques, à des questions qui sont posées par des mairies, des musées, etc., avec les outils des arts. Voilà. Donc vous voyez bien, en fait, ce qui est intéressant dans cette discussion, peut-être, c'est de voir à quel point tout cela est un univers et un dialogue qui se fait, je le disais, avec les étudiants. C'est-à-dire que sans SPIP, je pense qu'on n'aurait rien fait de tout ce dont on parle. Terraforma, ce livre étrange, c'était avec des anciens élèves architectes de SPIP. Une partie des gens avec qui on travaille sont des anciens élèves de SPIP comédiens. Donc c'est un laboratoire, réellement, qui se fait à Sciences Po et qui diffuse. D'ailleurs, nos étudiants ensuite font plein d'autres choses. Et c'est une manière de travailler vraiment que nous a légué Bruno, où l'enquête, au sens de Dewey, est essentielle, où la question des arts politiques est constamment reposée, et la question de quelle forme on donne finalement à nos questions. On ne peut pas se passer de la question de la forme. C'est pour ça que quand tu dénonces Emmanuel, c'est très drôle, l'essai, ce qui est intéressant, c'est que c'est une forme. Bruno disait, mais pourquoi pas ? Faites un PowerPoint, mais n'oubliez pas que c'est une forme. Rien n'est sans forme. Une présentation orale, une dissertation, c'est aussi formel qu'une vidéo, qu'une performance, qu'un tableau, etc. Et ce souci de la forme, je crois que c'est vraiment ça qui, aujourd'hui, peut nous aider à interroger nos manières de prendre la parole, d'écrire. Voilà. Et je voulais juste, pour finir, parce que peut-être que je passe la parole, parler de l'importance pour moi, encore une fois, de l'écriture d'Emmanuel, qui pour moi renouvelle vraiment la forme de l'écriture philosophique. Comme Bruno écrivait différemment. On parlait beaucoup tous les deux, à la fin de sa vie, du fait que Où atterrir, par exemple, c'est un livre qu'il a écrit pratiquement, il me disait, comme Victor Hugo. Voilà. Au sens, il ne se prenait pas pour Victor Hugo, mais au sens où il y avait cette attention à l'écriture, à la voix, à l'idée que le discours philosophique pourrait ne pas être surplombant, par exemple. Qu'est-ce que c'est qu'un discours philosophique non surplombant ? Ça suppose de parler autrement. Voilà, et c'est quelque chose qui l'intéressait beaucoup, au théâtre aussi. Quelle voix on prend quand on est au théâtre, si on ne veut pas être le philosophe en chair, mais raconter une histoire pour commencer, par exemple, des choses comme ça. Donc c'est des questions de tonalité, de registre et de forme, à nouveau. Tu as beaucoup insisté, et Emmanuel aussi, sur Bruno Latour, et c'était un des objets de cette soirée aussi. Mais juste un point pour clarifier pour toi, Emmanuel. J'ai l'impression qu'il y a 2 autres influences qui ont été importantes pour toi. Agamben, bien sûr, avec lequel tu as travaillé, et tu travailles peut-être, et Philippe Parreno, cet artiste plasticien. Est-ce que c'est, si j'ose dire, c'est schématique, cette trilogie qui a beaucoup compté et qui compte beaucoup pour toi ?
Et oui, c'est toujours indélicat parce que tous les exclus. Donc il y a plein de. C'est moi qui l'assume. Oui, mais Frédéric aussi a beaucoup compté, plein d'amis, d'artistes évidemment. Bruno a compté beaucoup, George a compté énormément, Giorgio Agamben a compté énormément aussi parce qu'il a été extrêmement généreux avec moi quand j'étais plus jeune. Et Philippe Areno, c'est peut-être l'artiste avec lequel je suis les plus proches et je dialogue constamment. Et j'écris d'ailleurs un livre sur lui en ces moments. Mais au-delà de ces notes biographiques qui n'intéressent personne, mais ce qui est intéressant, je voulais juste revenir pour clore sur ce que Frédéric a dit et sur pourquoi on parle d'art. Et qu'est-ce qu'on nomme lorsqu'on parle d'art? Il y a des artistes dans la salle mais qui le savent très bien, mais ce qui est intéressant, il ne faut pas oublier ce qui s'est passé en art, dans les champs de l'art, disons, pour aller vite, avec Duchamp. En fait, avec l'invention de ce qu'on appelle à tort l'art conceptuel, mais qui est autre chose. En fait, tout ce qu'on appelle l'art contemporain, c'est un espace dans lequel, pour penser, il faut tout d'abord presque produire la matière de la pensée, non seulement l'objet de la pensée. Au fond, Duchamp, à travers l'épistoire, nous a dit que pour se demander qu'est-ce que c'est un objet, il ne faut pas passer par la parole, il faut déplacer un objet déjà fait dans un lieu à un autre. Et déjà, à travers ce acte de déplacement, qui n'est même pas de la production d'un objet nouveau, on questionne les statuts de l'art, les statuts de la production industrielle, les statuts de l'objet, les statuts de la contemplation, etc., etc. Donc, l'art contemporain est devenu l'espace les plus libres de la pensée tout court. Pourquoi? Parce que, c'est ce que disait Frédéric, l'art contemporain oblige non seulement à penser des idées comme des objets, mais à penser les médiums par lesquels une idée peut émerger et peut exister dans les mondes. Et ils nous permettent, c'est pour ça que j'étais si critique à propos de l'essai, d'abandonner aussi cette idée que pour qu'il y ait de la pensée, il faut une parole écrite. Ça, c'est un préjugé théologique qui n'a plus aucun sens parce qu'on passe les temps à s'envoyer des photos. En fait, le téléphone, qui était littéralement un instrument de la transmission de la phonée, de la voix, est devenu un instrument de transmission de l'image, en fait. Donc, on a déjà considéré que les images, les choses, la matière, la sculpture, les théâtres sont plus à même du vrai que ça. Quelque chose d'imprimé. Et c'est à partir de cette conscience, je pense que la relation avec les arts doit se construire. C'est à partir de cette conscience que l'université traditionnelle qui demande pour n'importe quel objet de pensée de produire ça. Ça n'a aucun sens, vraiment aucun sens. Merci Emmanuel. Merci. Il reste quelques minutes. On a eu cette conversation, mais j'imagine qu'il y a des questions dans le public, dans le temps qui nous reste. Qui est-ce qui souhaite poser une question à Emmanuel et à Frédéric? C'est Paolo qui fait comme d'habitude, qui court avec le micro. Là, on ne vous voit pas du tout dans la salle à cause des projecteurs. Donc, si vous levez la main, si quelqu'un souhaite poser la question. Non, il n'y avait personne. Ça vous... Pour le moment. Alors. Comment s'appelle la pièce de théâtre et quand pourrons-nous assister à la place des Vosges? Donc, pour ceux qui n'auraient pas entendu, comment s'appelle cette pièce de théâtre et quand sera-t-elle représentée place des Vosges? Alors, je vous avoue, je ne suis pas complètement convaincue par le titre. On peut faire un brainstorming collectif ce soir avec tout ce qu'on vous a dit pour essayer de trouver le bon titre. Pour l'instant, elle s'appelle Earthscape. Donc, dans Earthscape, qui est un néologisme, dans ma tête, il y avait Soundscape, puisque c'est une pièce beaucoup sur le son. Il y avait Landscape, évidemment. Et donc, Earthscape, c'est cette question de la
transformation du paysage, au fond, hein, de la manière dont on transforme, la manière dont on voit les choses. On parle aussi de groundscape, voilà, donc en anglais, ça marche un peu. En français, je ne suis pas sûre. Quelqu'un m'a dit qu'on entendait escape. Et là, c'est catastrophique parce que c'est un contresens complet. Donc voilà, je crois que mon titre est raté. J'aurais peut-être dû garder le titre d'Emmanuelle. Je suis preneuse d'idées de titres. On va le jouer, Place des Vosges, début octobre, tout début octobre. Merci. Oui, Paolo, si tu veux bien, de l'autre côté. Petite question sur la poésie. Vous avez parlé de théâtre. Est-ce que vous travaillez aussi avec des poètes, puisque la question de l'habiter est quand même présente dans la poésie? Je peux vous répondre que j'ai un long compagnonnage avec Olivier Cadiot de POL, avec qui je discute beaucoup et qui était vraiment en dialogue très très étroit avec Bruno. On a beaucoup parlé tous les trois. Et dans la dernière pièce c'est une erreur, dans le dernier livre d'Olivier Cadiot qui s'appelle Médecine générale, il y a, je crois que c'est au milieu du livre, la description de ce déjeuner où Olivier, Bruno et moi, on était ensemble en sortant d'une cour de SPIP et où Bruno racontait à Olivier le changement de cosmologie en faisant des ronds comme ça, un peu comme Galilée, voilà. Et ça a été le point de départ de Médecine générale d'Olivier Cadiot. Donc là aussi, il y a des liens assez peu connus entre poésie, voilà, et théâtre, philosophie, puisqu'en fait on écrit tous le même livre, où on essaye tous de décrire autrement. Et puis bien sûr, après il y a toute la question, mais qui est beaucoup analysée par Marielle Massé, hein, de la présence des non-humains, pas simplement au théâtre, mais en poésie, puisque Marielle dit très justement et magnifiquement que c'était aussi le propos des poètes, le terrestre, depuis longtemps, bien avant qu'on s'en saisisse. Merci. Oui. Merci. Non, simplement un commentaire. Et je trouve formidable cette ontologie du savoir que vous proposez. Je pense que c'est une transformation nécessaire aujourd'hui qui passe à travers la pensée philosophique, mais aussi le rôle du langage par rapport à l'image et toutes les autres choses que vous avez, la question de l'habitabilité, tout ça. Et bon, j'aurais beaucoup de questions, mais simplement une question à Emmanuelle. Et vous avez dit que cette transformation passe nécessairement ou mieux par la politique et les normes. Moi, je ne suis pas trop sûre qu'il s'agit des normes pour transformer le monde, pour les changements nécessaires. Les normes imposent des règles. Mais tout ce que vous avez dit aujourd'hui, ce soir, je pense qu'il n'est plus une question de transformation ontologique personnelle des individus. Et vous n'avez jamais prononcé un mot qui est éducation. Il n'y a pas beaucoup de... Oui, mais c'est la pédagogie, c'est l'utile. C'est pas le contexte. Alors, est-ce que vous pensez que les solutions doivent être pas des solutions politiques ou normatives, mais des solutions éducatives à partir de la révolution des universités, que je suis tout à fait d'accord. Question posée par quelqu'un qui a exercé des responsabilités politiques. Oui, Stéphane Giannini, qui travaille... Les deux choses, mais... Ouais. Bon... Vous savez, il y a tout. Merci, c'était formidable. Merci à vous. Je vais moi. Ouais. Il y avait toute une tradition, je ne sais pas comment on l'appelait, philosophique, de réflexion spéculative liée à Platon, donc au platonisme de l'Antiquité tardive, qui pensait que ce qu'on appelle norme, loi, c'est juste une forme d'enseignement abrégé. En fait, le normatif, c'est juste une éducation en forme de sténographie. Pour aller vite, on met des normes pour rendre plus rapide l'éducation. Donc, je n'opposerai pas ces deux sphères comme vous les avez opposées. Tout d'abord parce que
les lois existent seulement lorsqu'elles s'incarnent dans des habitus, un peu vraiment au sens littéraire presque bourdieusien, c'est-à-dire lorsque ça devient des circuits de réflexes pavloviens qui fait que on fait une chose sans plus y penser, mais parce qu'on a dû y penser, on a dû faire gaffe avant de faire tel geste ou tel autre. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'on essaie d'apprendre par cœur un texte. Donc, tout d'abord, je ne pense pas que les deux sphères sont opposées, au contraire. D'ailleurs, il y a toute la tradition, une autre tradition culturelle qui est celle du Tanakh ou de l'Ancien Testament ou même du Nouveau Testament, qui fait du maître politique un maître au sens d'éducation, de quelqu'un qui donne des enseignements. Donc les deux sphères ne sont pas opposées. Après, la question que vous avez posée, est-ce qu'il ne faut pas passer par l'éducation? Ben oui, moi je suis à la base, mon métier pour l'instant est enseigner dans des écoles, même si c'est avec des élèves qui ont un âge un peu plus... Bon, qui sont plus grands que ma fille, mais je pense que c'est central. C'est pour ça que j'étais même un peu, comment dire, un peu excessif dans la critique des universités. Sans la réforme des institutions pédagogiques, qui n'est pas... Parce que vous semblez opposer d'un côté l'éducation au sens... et l'université. Moi, je pense que l'université a été une invention extraordinaire en Occident, parce que c'était l'espace où tout était remis en question, aussi les ordres sociaux, etc. Et qu'il faudrait réinventer peut-être l'équivalent de ces espaces, c'est-à-dire un espace où on dit tout ce qu'on sait, on ne sait pas si c'est vrai, et on commence à imaginer différemment les choses, on commence à tester, on commence à vivre comme à l'intérieur d'un laboratoire permanent. Au fond, moi, je me rappelle les premières années d'université, pour moi, c'était comme si moi, j'étais dans un laboratoire qui était grand comme les mondes, et moi, j'étais à la fois un scientifique, une substance qui réagissait de manière différente et qu'il fallait étudier, etc. L'université, c'est ça, et il faut passer par cela. Du coup, l'éducation doit devenir surtout un espace plus que d'enseignement de choses qu'on sait déjà, de tentative de comprendre un monde que personne aujourd'hui connaît. Dans cette espèce de lieu d'exploration où justement faire des cartes ou faire des tarots même, on devrait faire des tarots de la Terre, peut devenir un exercice important. Frédéric, sur cette question? Non, mais je rejoins Emmanuelle. C'est vrai qu'on n'a pas dit le mot éducation, mais je crois qu'on a parlé au fond que de ça. C'est-à-dire comment on partage un non-savoir. Puisque ce qui me frappe, c'est à quel point cette vieille idée de l'éducation comme transmission est en train d'être bouleversée. Et ça, c'est une des choses qu'on voit constamment avec nos étudiants. C'est-à-dire qu'on a largement autant à apprendre d'eux. Ça paraît banal dit comme ça, mais si on le prend littéralement, on se met à faire des livres avec eux, on se met à être bouleversé par leur savoir à eux. Et vraiment, cet ordre des générations est en train d'être bouleversé. C'est Greta Thunberg aujourd'hui qui nous accuse et qui nous regarde droit dans les yeux. Et ça bouge forcément, ce qu'on entend par éducation. Merci. Alors, il y a une dernière question, je crois. Voilà, dernière. Merci. Je vous en prie. Donc, très intéressant, alors plein de thématiques. Alors, je n'ai pas lu malheureusement encore le livre « La philosophie de la maison ». Mais ce que vous m'avez... peut-être que je trouverai la réponse là-dedans. Je le dirai dès demain. Mais vous avez dit la maison est devenue la planète et la planète est devenue la maison. Alors, je trouve ça un petit peu flippant. Parce que déjà, je trouve que l'espèce... Pardon ? Vous avez dit flippant. Oui, flippant. Oui, d'accord. Ça fait peur. Parce qu'en fait, je trouve déjà que l'être humain est une espèce invasive. Alors, savoir qu'elle est partout... Alors, j'ai tendance à vouloir la mettre à distance, un petit peu, on peut dire, l'indisponibilité du monde, comme disait Rosa Mund. Et c'est vrai que, voilà, les autres
espèces ont des lieux qui leur sont propices, qui sont leur habitat, alors que l'homme s'impose l'être humain s'impose partout. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose que je vais découvrir dans les livres. Mais comment vous voyez ça en fait? Mais je partage votre terreur, dans le sens que, mais c'est pas une opinion. Au fond, les concepts d'anthropocène dit, c'est qu'il n'y a aucun centimètre carré sur cette planète où on puisse ne pas trouver une trace humaine. Donc et ça veut pas dire juste une trace au sens que, pour l'instant, il y a une trace d'une histoire des siècles et des siècles de présence humaine sur cet endroit. Donc, traduit dans un langage non géologique, l'anthropocène, ça veut dire on a mis les pieds partout, et le fait d'avoir mis les pieds partout n'est plus quelque chose qui puisse être effacé. On ne peut pas juste dire « Oh, on enlève ces strates » parce que ce sont des strates très, très profondes. Ce n'est pas juste premier centimètre et ce n'est pas juste des strates de traces géologiques, ce sont des traces biologiques. En fait, ce n'est plus possible revenir à une situation où l'être humain n'a pas été... Mais ce n'est plus possible au sens que, par exemple... la géographie de la diffusion de plantes, qui sont les êtres qu'on imagine être les plus stables, a été totalement ravagée, même au sens positif, parce que vous savez que la pomme était originaire du Kazakhstan, mais ce n'est pas pour ça qu'on renonce aux pommes. Le blé du Moyen-Orient, les tomates. Moi, je passais mon enfance et mon adolescence en Italie. La tomate est une espèce de plante divine parce que c'est l'un des éléments de pâte. Donc la tomate, c'est une plante américaine en fait. Donc on a complètement ravagé l'ordre des relations et ça, on ne peut plus l'effacer. Donc il faut prendre acte de ça, c'est flippant. Mais c'est pour ça que c'était intéressant tout ce qui est derrière l'idée de pièce que Frédéric a inventée. C'est la seule réponse, au lieu de faire semblant qu'on n'a pas fait ça, c'est comment on habite de manière digne cet espace qu'on a déjà occupé. Comment on laisse cet espace devenir un sujet face à nous et pas juste un objet qu'on exploite et dont on s'affiche. Donc, mais vous avez raison, c'est très flippant. Je suis désolé, on est obligé de terminer. Je vais laisser Frédéric dire un mot, si tu veux terminer. Si tu le souhaites, je suis désolé, parce qu'il faut qu'on respecte vraiment les horaires. Pardon. Non, mais peut-être juste dans le sens de cette dernière question, moi je suis fascinée par l'idée d'artefact, c'est-à-dire qu'effectivement, si on est partout, et cette idée un peu étrange qu'il faudrait préserver la nature, c'est pratiquement plus possible. Et donc c'est là que revient la question des arts et des formes et des manières d'occuper. En fait, on est en train de redéfinir complètement ce qu'on entend par un espace habité. On est en train de parler de cohabitation, de codépendance, et donc il y a quelque chose dont on a peu parlé, mais qui est, encore une fois, de prendre acte du fait qu'on est partout, mais qu'on n'est jamais tout seul. Voilà, donc c'est cette manière de réouvrir, et je finirai par une métaphore théâtrale, on ne se refait pas, de réouvrir la scène humaine et de la réouvrir à la scène cosmique, en fait, à la scène des autres vivants, et de cesser de faire comme si elles étaient séparées. Bien, merci Frédéric et Emmanuel.